Effectivement, ceux qui ont voulu détruire le Congo ont réussi une partie de leur entreprise en ce sens que ils nous ont déstructurés en tant que communauté, en tant que peuple, à telle enseigne que ce qui se passe dans un coin de la République peut ne pas concerner l'autre coin de la République. Désiré Ilunga, parlons de la République démocratique du Congo. Vous devez avoir l'accompagnement étatique, mais est-ce que cet accompagnement est possible? Qu'est-ce que vous avez déjà mené sur le terrain? Avez-vous accès à des informations sur les moyens mis par l'État congolais pour la prise en charge des victimes de viol? Par exemple, vous avez parlé FONAREV, les journalistes que nous sommes, la société civile et vous aussi de la diaspora, vous avez aussi besoin d'accéder aux données pour savoir qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait et comment aussi vous pouvez contribuer et faire cette synergie pour atteindre l'objectif qui est de rétablir la mémoire des Congolais fauchés dans les affres de la guerre à l'est de la RDC. Votre question est très utile, très cher frère. C'est une question qui ouvre cette problématique de la transparence au sein des institutions de la RDC. La transparence qui doit être un pilier des rapports de société. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup des représentants, dirigeants institutionnels en RDC n'ont pas, je dirais pas tous, mais la plupart n'ont pas compris la nécessité de cette valeur transparence dans leur façon de fonctionner. Aujourd'hui, le FONAREV, par exemple, pour parler de cette institution qui est le Fonds de réparation des victimes, ne travaille pas en opacité, ne doit pas travailler en opacité, devrais-je dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est le cas. Le FONAREV doit travailler en transparence avec l'écosystème dont il a charge de résoudre des problématiques, dont il a mandat. Il faut qu'on ait un lieu où on a l'information de ce qui est fait concrètement, des priorités telles qu'elles sont adressées par le FONAREV. Nous n'avons pas la prétention de faire le travail à leur place, c'est leur job. C'est eux qui sont aux manettes, c'est eux qui ont le mandat. Mais simplement, nous, société civile, vous, journalistes, nous devons, dans un climat apaisé, dans un climat débarrassé de suspicions, dans un climat débarrassé des démons, pouvoir nous challenger. Regardez, j'y étais il y a un peu plus de 3 mois, en RDC d'ailleurs, à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, dans les camps des réfugiés, accompagné par notre cher frère député élu, réélu français, Carlos Martins Pilongo, qui est un humaniste épris de justice. Nous étions sur place pour voir, il avait sa casquette de président du cercle d'amitié franco-congolaise en France, au Parlement français. Avec cette casquette, nous nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons vu des choses, nous avons vu des faits. Et après cette visite, nous avons été reçus par la gouvernante du FONAREV, à qui nous avons fait part de tout ce que nous avons. Donc nous sommes les yeux, nous sommes les oreilles, nous sommes par moments les pieds et les jambes de ces institutions-là, et nous devons travailler comme cela. Donc, quand nous exigeons, quand nous demandons de manière courtoise, de manière respectueuse, de manière républicaine en tout cas, la transparence, ce n'est pas pour enquiquiner qui que ce soit, c'est parce que c'est un fondamental. Avoir une parcelle de pouvoir en RDC doit cesser d'être un motif de jouissance pour devenir un motif de sacerdoce de travail et de redevabilité. Nos dirigeants, les dirigeants des animateurs des institutions, les gouvernants doivent s'imprégner de cette valeur-là, la transparence, la redevabilité, diriger la res publica, diriger la chose commune, un bien commun, nécessite la transparence, nécessite un état d'esprit ouvert de redevabilité. Ce n'est pas nos sociétés personnelles,
Celui qui veut être en opacité peut être auto-entrepreneur, peut être chef d'entreprise dans le privé, et encore, dans ces cas de figure-là, l'inspection du travail doit venir aussi regarder comment sont traités les salariés. Mais par-dessus tout, quand on gère la chose publique, on doit être à l'aise avec l'exercice, parfois contraignante, parfois embêtante de la redevabilité. Parce que c'est la clé de la confiance, c'est la clé de la cohésion, c'est la clé de l'accompagnement. Et quand nous exigeons ça de nos institutions, pas que le FONAREV, toutes les institutions de manière générale, nous aidons même nos sœurs, nos frères qui sont animateurs, animatrices de ces institutions-là, parce que ils passeront, les hommes passent, les institutions restent, l'histoire retiendra des choses de leur passage. Et ces choses-là, quand elles sont accompagnées par des valeurs, quand elles sont accompagnées par un plus grand nombre, cristallisent en tout cas dans la mémoire collective une bonne gestion de leur part. Donc nous les aidons. Donc interpellation sur votre question sur la transparence, et ce qui me permet d'ouvrir justement ce que je viens de dire pour interpeller l'intelligentsia congolaise de manière générale à cet exercice-là de redevabilité, de transparence, qui est la clé de la cohésion et de la confiance, sans laquelle nous ne pouvons pas faire des choses solides, structurées ensemble. Désiré Ilunga, une question directe. Est-ce que la population congolaise a l'attitude d'un peuple génocidé? Parce que de fois, quand on observe les Congolais et tout ce qui se passe, on se dit, c'est comme s'il n'y avait pas tout ce que l'on subit à l'est de la RDC. Effectivement, ceux qui ont voulu détruire le Congo ont réussi une partie de leur entreprise, en ce sens que ils nous ont déstructurés en tant que communauté, en tant que peuple, à telle enseigne que ce qui se passe dans un coin de la République peut ne pas concerner l'autre coin de la République. Mais historiquement, disons les choses, regardons la vérité en face, et les historiens qui suivront cette émission ne vont pas me contredire, je l'espère, parce que la construction du Congo, c'est une construction pensée par l'extérieur dans une volonté de prédation, dans une volonté de pillage. Nous n'avons pas été agglomérés dans cet espace-là par des velléités saines, par des volontés nobles. C'est la colonisation, c'est l'oppression qui a organisé, en découpant, conférence de Berlin 1885, l'Afrique, en découpant, en laissant une zone au milieu où il y avait des entités politico-sociales qui s'organisaient, qui étaient organisées, qui commerçaient, mais ils ont fait un ensemble qu'ils ont appelé État indépendant du Congo, un ensemble dans lequel ils devaient se servir de manière libre. Et notre construction en tant que peuple s'est faite sur cette base-là, de prédation, cette base-là malsaine. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons justement nous-mêmes avec des bourreaux, des pilleurs internes qui ne structurent pas l'éducation du peuple, l'instruction, le patriotisme, pour que nous puissions nous réconsidérer, nous récomposer, nous redéfinir comme un peuple que nous devons être. Donc l'assertion du Congo, nous devons la regarder en face et aller nous dire tous ensemble que si nous voulons faire pays et nous voulons rompre avec la raison biaisée avec laquelle nous avons été constitués comme État, soyons ensemble, construisons un narratif collectif, un narratif populaire, un narratif national, d'unité, de cohésion et tout ça, mais ça se traduit par des faits de développement, par des faits socio-culturels, par des faits de développement endogène qui fait avancer la machine dans cette direction-là. Donc, je commence par là pour poser un diagnostic à ce phénomène un peu superficiel de non-engagement ou de non-intérêt qu'on considère parfois et qui fait qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas collectivement comme un peuple génocidé. Aujourd'hui,
En France, d'où je vous parle, si un Alsacien est assassiné, c'est toute la France qui est au courant, c'est toute la France qui s'arrête, c'est toute la France qui demande des explications, c'est toute la France qui demande justice, c'est toute la France qui accompagne la famille de la victime. Des institutions françaises qui se saisissent. Nous avons pris l'habitude de faire l'inventaire macabre de nos morts. À Kinshasa, ça fête. À Kinshasa, ça danse. À Bukavu, à Kisangani, à Mbandaka et j'en passe. Donc, nous devons revoir et vivre désormais. Mais ça passe par une prise de conscience de la gouvernance, une volonté de la gouvernance. Une gouvernance éclairée qui va mettre en place une ingénierie sociale de telle sorte que nous puissions nous reconsidérer, nous puissions nous reconstruire comme peuple et trancher de la volonté première avec laquelle nous avons été constitués comme État, ce qui est la volonté de prédation. Aujourd'hui, nous avons des prédateurs, nous avons des colons de même couleur de peau que vous et moi, qui font exactement la même chose, pomper les richesses pour leurs propres intérêts. Et du coup, la population est abandonnée à son triste sort. La population est reléguée à des tâches à non valeur ajoutée, à chercher de quoi manger, à chercher des besoins élémentaires et donc pas à s'intéresser aux sujets structurants. Donc, c'est une problématique de diagnostic, de compréhension et de gouvernance et de prise de conscience, d'engagement collectif pour changer cette donne afin que nous puissions vivre comme ce qu'on est, c'est-à-dire un peuple meurtri, un peuple génocidé, mais un géant au centre de l'Afrique.